Selon une théorie astronomique, la Terre s'éloigne puis se rapproche de son orbite autour du Soleil tous les 100 000 ans. Est-ce suffisant pour modifier les moteurs complexes du climat? Probablement. Mais un fait nouveau est apparu. Sans s'en rendre compte, l'homme est en train de modifier l'atmosphère de la Terre tout entière, ce fluide indispensable à la vie et exceptionnel dans l'univers. Le dérèglement climatique et ses auteurs présumés sont encore sujets à de nombreuses controverses. Les faits sont pourtant avérés. L'atmosphère et les océans se réchauffent, les eaux montent dans les deltas, les glaces fondent, les précipitations augmentent, le désert avance et les forêts reculent. Ushuaïa Nature est venu prendre la température de notre planète aux confins du nord-ouest américain. Nicolas Hulot se trouve dans l'une de ces vallées jadis recouvertes de 2000 mètres de glace et dans laquelle il ne reste plus que quelques vestiges de ces monstres froids. Je crois qu'il y a très peu d'endroits sur Terre où la nature en permanence clame sa puissance avec une telle insolence. Quand on voit l'échelle des choses ici, l'échelle des glaciers, des montagnes, des vallées, des rivières, des volcans et tout simplement de l'espace, on a ce sentiment bizarre d'avoir été peut-être subrepticement rapetissé, tant la confrontation ici entre l'homme et son environnement est totalement hors de proportion. Bonsoir, Ushuaïa Nature en Alaska, la Grande Terre dans le langage des Aléoutes ou des Inuits, les premiers habitants de ce territoire, ou tout simplement l'ultime frontière pour les Américains. Quand on imagine que l'Alaska fait à peu près 2 fois la taille du Texas ou presque 3 fois la taille de la France, peuplée par seulement 600 000 habitants, c'est dire si ici la nature y exerce encore une quasi-souveraineté. Et la pluie, la neige, le vent, le froid que l'on évoque souvent quand on parle de l'Alaska sont un bien modeste tribut à payer pour accéder à la majesté des paysages et surtout pour avoir l'espoir de croiser les traces d'un grizzly, d'un orignal, d'une loutre ou peut-être même d'un morse. Voilà, en tout cas, c'est sous ces latitudes boréales que l'on vous convie ce soir à un itinéraire magnifique entre le mont Saint-Élias, où nous serons probablement tout à l'heure, le 2e sommet de l'Alaska qui culmine à près de 5500 mètres d'altitude, jusqu'aux Aléoutiennes qui sont ce chapelet d'îles tendues sur 2000 km entre l'Alaska et le Kamchatka comme un pont-levis incroyable entre l'Asie et l'Amérique.
Et il faut bien admettre que les Aléoutiennes sont un rêve qui nous trotte dans la tête depuis un certain temps, probablement parce qu'ils incarnent le conte du dépaysement, de l'isolement ou de la solitude. En tout cas, je pense que le seul risque que l'on prenne en se rapprochant des Aléoutiennes, c'est que la réalité soit beaucoup plus forte qu'on l'imagine. Dans la vallée de Chitina, au sud-est de l'Alaska, un antique hauteur à moteur en étoile décolle. À son bord, une équipe d'Ushuaïa Nature s'est installée pour rejoindre l'une des plus belles montagnes du continent américain, dont le nom résonne ici comme un défi, mais aussi comme un symbole, le mont Saint-Élias. Jean-Sébastien Knorzer, guide de haute montagne à Chamonix, et la parapentiste Agnès Fouilleux composent la base avancée de cette expédition. Et tu vois là, le massif, ça correspond grosso modo au massif du Mont Blanc, il y en a des centaines, tu vois. Juste ce petit bout là-bas. Ouais. Et on est où là? À quel niveau on est à peu près? Là, on est en train d'arriver sur le Bagley Icefield, le glacier là, c'est un grand glacier là, tu vois. C'est monstrueux. Et combien Paul, il disait que ça faisait combien de long? Il parlait de 700 km. Hein. 700 km, ça veut dire que c'est presque aussi grand que la France, de nord au sud, quasiment. Ouais, c'est tu vois, c'est une succession de glaciers là. Ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment... Ah, c'est magique. Donc en fait, on est près de la frontière du Canada, quoi. On arrive juste... Le mont Saint-Élias, c'est juste à la frontière. On devrait pas tarder à le voir, en fait, hein, si tu regardes. Bah ouais, tu vois, regarde, on le voit dépasser. Ah, ouais. Ah, il est super. Ouais, magique. En fait, t'as une mer de glace d'un côté et on va bientôt découvrir l'océan de l'autre côté, quoi. Le vrai océan. Ouais. Ah, c'est génial. À 200 km de là, vers l'intérieur du continent américain, la chaleur inhabituelle fait fondre inexorablement et rapidement les glaciers. Quand on a l'occasion, ce qui est quand même assez rare, de marcher comme ça sur une langue glaciaire, quasiment au front du glacier, au-delà du spectacle qui saute à la figure, il faut surtout réaliser combien les glaciers sont les indices probablement les plus visibles des variations climatiques d'hier et d'aujourd'hui. Au point qu'au paroxysme de la dernière glaciation, actuellement on est dans une période interglaciaire, il y a exactement 20 000 ans, la taille des glaciers à la surface du globe était sans commune mesure avec leur taille actuelle. Très certainement, la moitié de l'Amérique du Nord était recouverte de glace, idem pour l'Europe du Nord-Ouest, et que cela avait provoqué, comme c'est le cas lors des glaciations, une énorme régression marine, c'est-à-dire un abaissement des océans d'environ entre 120 et 150 mètres, ce qui a permis, notamment au détroit de Bering, le passage de civilisations qui avaient été élaborées en Sibérie et qui ont profité de pouvoir passer à pied sec. Et l'Alaska s'est trouvé de fait la porte d'entrée des peuples les plus anciens dans le Nouveau Monde. Et à partir de l'Alaska, ils ont petit à petit essaimé sur l'ensemble du continent nord-américain. Et ce qui est très marquant ici en Alaska, c'est que ces traceurs du changement climatique sont d'autant plus lisibles que les changements climatiques, probablement sous l'effet des activités humaines, sont plus marqués dans les latitudes nord et les latitudes australes. Ici, la température en 30 ans s'est élevée en moyenne de 3 degrés, ce qui est considérable. Ça voudrait dire qu'en un siècle, elle pourrait s'élever de près de 10 degrés. Et 80% des glaciers en Alaska ont régressé. Et on voit bien au front de celui-ci combien cette langue glaciaire a reculé, laissant sur place ce que l'on appelle tous les débris morainiques. Et autrefois, il n'y a pas si longtemps, ce glacier évidemment était beaucoup plus avancé en aval. Voilà, j'entends l'avion d'un garçon que vous allez découvrir, qui est probablement un des meilleurs pilotes au monde, un bush pilote comme l'on dit, Paul, avec lequel on va aller survoler la plupart des glaciers ici pour en expliquer à la fois leur fonctionnement, leur dynamique et leur morphologie.
Nicolas, j'en ai vu un paquet, mais des comme ça, good job. Paul Claus et Nicolas s'envolent pour tenter de rejoindre le Saint-Hélias. Sur leur route vers les alpinistes, s'érige le vertigineux massif du mont Bonnat. C'est la plus récente barrière rocheuse créée par le bouleversement tectonique perpétuel que subit l'Alaska. Là, on est vraiment dans les grandes verticales, beau spectacle. On voit bien, vu du ciel, les anciennes vallées glaciaires, lorsque l'expansion des glaces était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et souvent d'ailleurs, les glaciations aèrent le relief, ouvrent les montagnes. C'est par ces vallées, par ces voies d'accès que les colonisations se sont opérées au fil du temps. Le déplacement des glaciers dans les Alpes est de quelques mètres par an, quelques centimètres par jour. Mais en Alaska, il peut être de plusieurs dizaines de kilomètres sur l'année. Voilà, là on est dans le cirque glaciaire, zone d'accumulation de la neige qui, sous son propre poids, par la pression, se transforme en glace. Et juste au bord du cirque glaciaire, ce que l'on appelle la rivée, c'est la zone de fracture du glacier. Lorsque la glace commence à tomber dans la pente, c'est le départ de la langue glaciaire qui glisse doucement sur le relief, dégageant les blocs qui gênent sa progression, les faisant éclater ou les arrachant. Et tous ces corps étrangers mêlés à la glace sont petit à petit dégagés sur le côté de la langue glaciaire. C'est ce que l'on appelle les moraines latérales. Et quelquefois, ces roches sont transportées à des dizaines de kilomètres de leur origine. Et plus tard, lorsque le glacier se retire et que l'érosion fait son œuvre, ces roches erratiques, comme l'on dit, sont dégagées. Pour la curiosité des géologues qui trouvent des roches qui n'ont pas du tout la même constitution que le socle sur lequel elles reposent. C'est comme ça que, en plein milieu de New York, on trouve des gros blocs erratiques qui ont été autrefois amenés là, à la dernière glaciation. La météo capricieuse et imprévisible des hautes montagnes empêche le petit avion Super Cub de franchir la cordillère. Nicolas et Paul sont contraints de laisser l'équipe d'alpinistes terminer sans eux l'ascension du Saint-Hélias. Ok, Poppy. Agnès Fouilleux et Jean-Sébastien Knorzer sont déjà bien au-dessus des nuages. Ils piquent la neige et la glace
pour se sortir d'une crevasse qui leur barre la route dans leur ascension vers la corniche du Saint-Élias. Les piolets et les crampons ont du mal à trouver des appuis sûrs. Garde bien les pieds. Agnès, qui répond au joli surnom de Poppy, s'épuise. C'est les piolets, quoi. C'est impossible d'avoir un ancrage propre. Ah non, là, il faut pas être trop difficile. Faut lutter contre la pesanteur, c'est tout. Je tombe. Ok, Poppy? Ouais, ça va. Je vais repartir. Oh, j'ai plus de bras. Allez, ma Poppy! On y croit! Eh ben, c'est pas facile, hein. Ah, il se laisse pas faire, hein, ce Mont Saint-Élias. Non, c'est clair. Allez! Hop. Ok. J'ai pas fâché d'arriver. Bien, super. Très bien. Pas facile, hein? Tiens, monte, décale-toi un tout petit peu. Ouais. Qu'on se blesse pas, ce serait dommage. Oula. Pardon. Bien joué. Allez. On va revenir à des choses plus simples. On va remettre les skis, tu vois, et puis on attaque. Et puis je pense que d'ici 3-4 heures, on devrait être sur la crête pour voir le Pacifique. Super. Ça vaut le coup? Ouais, ça va. Malgré les apparences, le Saint-Élias n'a jamais été une montagne facile. Les rares expéditions parties à sa conquête sont loin de toutes l'avoir vaincu. Beaucoup même n'en sont jamais revenus. Agnès et Jeancé se sont fixé l'objectif plus raisonnable d'atteindre le versant ouest, celui orienté vers l'océan. Et les séracs, ils tomberaient pas avec la neige qui se ramollit comme ça? Ah non, les séracs, malheureusement, c'est pas lié à la température. Ce serait trop facile. C'est pas une histoire d'heures dans la journée, c'est pas une histoire de saison, c'est vraiment une histoire mécanique, hein, les séracs. C'est le glacier qui pousse en fait. Ouais, c'est la glace qui pousse, ouais, le glacier qui avance. Et par gravité, il y a un moment, le point d'équilibre est dépassé. Ça dégringole. Et ouais. Alors si t'es dessous, bah c'est pas bon. Alors, ça peut tomber la nuit comme le jour, à n'importe quand. Ouais, parce que c'est chaotique comme décor. Ah, là on va avoir du spectacle un peu. Qu'est-ce que c'est, une crevasse? Ouais, tu vois, ça c'est une grimée. Une grosse grimée, alors... bah là, tu vois, ça passe pas. Hormis en parapente, mais à la montée, ça va mal. Donc on va le contourner, on va contourner la rimée, tu vois, puis on va aller chercher un pont de neige. Là, les ponts de neige sont trop fragiles, là. D'accord. Ouais, on va aller chercher un endroit où le pont de neige est plus épais, là, tu vois, on les voit de profil. Comment tu sais qu'un pont de neige est suffisamment solide pour passer dessus? Ah, ça c'est une bonne question, parce que le problème des ponts de neige, c'est que ça fond jamais par le dessus. L'épaisseur du pont de neige diminue toujours par l'intérieur. D'accord, donc tu Alors, peux on va pas laisser un peu savoir glisser. vraiment. Alors, le problème c'est que bah, le mieux c'est d'arriver de profil, tu vois, et puis de voir un peu l'épaisseur du pont de neige. Il y a des beaux trous là. Hein. Là, tu sondes un petit peu la neige après. Ouais, je regarde la texture de la neige, tu vois. Quand il y a une faible épaisseur, la neige devient un peu plus mate. Allez, c'est bon. Je sens que ça va être bientôt la cerise sur le gâteau, là. Agnès. Ouais, j'en peux plus. Waouh. Regarde ça. Ouh. Là, ça jette, hein. Là, ça change des Alpes. Hein. Regarde ça. Pacifique. Les glaciers qui tombent dans le Pacifique.
Pour les deux alpinistes, la symbolique est forte de se trouver sur la montagne qui permit à Vitus Bering de découvrir l'Alaska. Il y a 250 ans, quand il aperçut au-dessus des nuages le sommet de cet édifice de plus de 5000 mètres, il crut voir un volcan. C'était en fait le 3e sommet du continent nord-américain. L'Alaska sera officiellement déclarée découverte le 16 juillet 1741, jour de la Saint-Élias. Agnès, qui devait voler avec Nicolas, dévale seule les pentes vertigineuses. Jean-C redescendra à ski jusqu'à l'avion resté beaucoup plus bas. Voilà. Philippe Dubois est biologiste. Il étudie l'impact des changements climatiques sur le monde végétal et animal. Nicolas, Depuis 2 jours, il observe les rives du lac Anahita, à l'affût de l'orignal, que l'on nomme élan en Europe. Au royaume des petits avions tout-terrain, Nicolas et Paul rejoignent le scientifique. Ah Philippe, Salut Nicolas. j'ai vu qu'il y avait du monde dans le lac. Il y a du monde, ouais. Ouais. Ce matin, on en a compté 6. 3 mâles et 3 femelles. Les femelles ne sont pas restées. Elles n'ont pas de jeunes. Aucune d'ailleurs. Donc là, c'est 3 mâles seuls. Ouais. Dont un Gros. gigantesque. Gigantesque. Tranquille là. Ouais, Tiens, un sterne. ouais, Stern Arctique, ils sont là. Ça, c'est quand même l'oiseau le plus incroyable parce que on a tendance à oublier que cet oiseau, chaque année, Ouais. quitte l'Alaska et il descend Plein sud. jusqu'en Antarctique ou Ouais, en Patagonie. dans les, oui, c'est ça, Ouais. dans les eaux subantarctiques. Ouais, il Tu te va rends faire compte le voyage que ça fait? 40 000 km aller-retour. Ça, c'est dingue. Bon, je vais débarquer mes sacs. Ok. Qu'est-ce qu'il y a devant là? Dans l'axe là-bas. Regarde. C'est un beau mâle. Oh là là, regarde ça. Tu veux regarder où je vais mettre? Non, parce que je préfère bien diriger l'embarcation. D'accord. T'as pas l'intention d'aller les caresser quand même? Attention, il va se retourner. Stop. Ouf. C'est génial.
Il y en a un autre là-bas, là. Ils nous ont eu, mais à mon avis, ils nous ont pas encore sentis. Non, on a le vent en cours. J'avance doucement. Je profite du moment où ils mettent la tête sous l'eau. Il y a le vieux mâle à gauche, je crois. Oui. Ils ont des bois gigantesques. Hein. Ça doit peser entre 20 et 30 kilos, des bois comme ça. Ouais, plus de 20 kilos. Fais attention, on est très près là. C'est quand même des très 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 gros bestiaux. Bon, moi je les approcherai peut-être pas plus. Ça n'a pas l'air de trop les perturber. Hein. Ça paraît pâteau, mais en fait c'est un animal doué de sens très aiguisé. Malgré ses petites oreilles d'âne, il entend plutôt pas mal. Évidemment, comme souvent, c'est l'odorat qui est le plus développé. Par contre, il a une mauvaise vue. Il a une mauvaise vue. C'est définitivement le plus grand des cervidés. Et je dirais, mis à part peut-être le Kodiak, le plus grand des mammifères terrestres en Alaska. Redoutable avec ses pattes avant, car ses sabots sont très aiguisés, à telle enseigne que pour se défendre contre un loup, ils peuvent lui infliger des blessures mortelles. Incroyable le temps qu'ils passent la tête sous l'eau. Ils font des apnées de presque d'une minute quelquefois. Oui, c'est ça, oui. Ils sont capables de plonger jusqu'à 5 mètres de profondeur, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il y en a un autre qui est presque en apnée, lui, alors. De temps en temps, tu le vois plus du tout. Et hop, c'est fou. Et son museau, il est très lippu, il a une lèvre supérieure qui pend un peu, comme un dromadaire, pour justement attraper les rameaux des arbustes et puis aussi cette végétation aquatique dont il se nourrit abondamment l'été, qui est une source extrêmement riche pour lui en matière nutritive et en sels minéraux. Regarde celui-là, il en a tellement que ça déborde de sa bouche. Là, ils sont, avec leurs ramures, ils sont vraiment au plus beau. Ils ont perdu leur ramure au mois de décembre, janvier, après le rut. Tu te rends compte de la rapidité de la croissance quand on voit déjà la taille que ça atteint? C'est en 6 mois, 6-7 mois, oui. 6-7 mois, ils deviennent comme cela. Comme ça. C'est vraiment un animal sorti du temps de la préhistoire. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je vois ça, je repense au fameux Mégacéros, qui était le cerf géant qui est disparu il y a 10 000 ans. Ils sont très anciens, ils étaient contemporains par exemple des rhinocéros laineux. Oui, ils ont vécu absolument à la même époque, hein. Il y a 18 000 ans, il y avait Les mammouths aussi. les mammouths. Mais à la différence de ces espèces, lui a non seulement survécu au changement climatique qui s'est fait jour il y a 10 000 ans, et puis il a probablement moins subi la prédation de l'homme, ce qui fait qu'il a survécu effectivement en Europe de l'Ouest, même assez tardivement, puisque les derniers individus ont été tués en France au Xe siècle en Alsace. Donc longtemps après avoir franchi le détroit de Bering. Longtemps après, oui, bien sûr. Oui. Ouais. On va pas s'approcher plus parce que, surtout... Non. Il est énorme, hein. Ici, la forme présente en Alaska, c'est vraiment la sous-espèce la plus grosse, puisque les mâles peuvent atteindre 800 kg contre 600 pour ceux d'Europe et d'Asie. Et certains animaux peuvent atteindre même 900 kg. Et ça court très très vite. Hein. Ça court plus vite qu'un cheval, hein, à tel point que les prisonniers des camps sibériens n'avaient pas le droit d'en capturer pour les élever parce qu'on avait peur qu'ils s'enfuient avec. Et les chevaux des poursuivants n'auraient jamais pu rattraper le fugitif sur son élan. Avec l'orignal, l'Alaska compte d'autres mammifères particulièrement puissants, les grizzlies.
Formidable prédateur, il profite de l'été arctique pour se gaver de saumon frais. Les meilleurs emplacements pour la pêche se gagnent. L'intimidation est de règle. Gueule cassée, l'ours à la mâchoire fracturée emporte la mise. Avertis par la durée du jour qui augmente, les saumons du Pacifique entament leur longue remontée des rivières pour aller frayer dans les eaux où ils sont nés. Quittant l'eau salée des océans pour se faufiler en eau douce, ils vont arrêter de s'alimenter, leur coloration va se modifier, passant lentement du gris argenté au rouge vif. Tout leur corps va se transformer. Un caméraman suit depuis plus de 20 ans leur migration. Mark Emery se fait aider de sa femme Mary pour que le mouvement de sa caméra soit plus fluide, mais surtout pour surveiller l'approche des ours qui ne sont jamais très loin. Les plantigrades choisissent toujours minutieusement leur site. Une cascade permet de saisir les saumons sans défense en plein vol et un bras de rivière peu profond favorise les courses folles à plus de 25 km/h derrière leur proie. En Alaska, même en plein été, les températures peuvent tomber sous zéro. Danny McDonough, un autre spécialiste des ours, accompagne le cinéaste plus en amont des rivières, dans les criques où s'achève la migration des saumons. 4 ours sont en vue. Alors on branche la barrière électrique et si l'on veut aller filmer les poissons, il faut rapidement quitter le camp avant que les grizzlies ne l'assiègent. Les ours empruntent toujours les mêmes chemins. Une trace facile à suivre pour remonter jusqu'aux frayères à saumon. Hey, bear. Hey, buddy. Coming through. Yeah, bear. Hello. Mark et Danny signalent toujours leur présence. Surprendre un ours est bien trop dangereux. Attendez. Nous avons une mère avec son petit, là. Je ne sais pas si vous les voyez, mais nous devons reculer, les gars. Là, la mère est juste là avec son petit. Nous devons nous éloigner parce que la mère pourrait s'énerver de nous voir si près. Nous devons leur laisser une bonne distance de sécurité pour ne pas changer la façon dont ils se nourrissent, dont ils vivent. C'est pourquoi nous utilisons des téléobjectifs pour rester à la bonne distance, ne pas influer sur leur comportement. Et puis, la saison d'été est courte et ils ont peu de temps pour faire le plein de nourriture. Et donc, il faut leur laisser toutes les occasions possibles pour faire leurs réserves. Nous n'avons pas à les déranger. Les deux hommes se remettent sur la piste des saumons, évitant soigneusement les ours en très grand nombre. Une femelle et son ourson profitent tranquillement de l'abondance de nourriture dans la rivière.
Mais une menace apparaît en haut de la colline. Une mère dominante et ses 3 petits. La femelle lâche son poisson pour mieux veiller sur son rejeton. Lui aussi a flairé le danger et se rapproche de sa mère. La hiérarchie entre ces 2 femelles s'est probablement établie au cours d'une rencontre précédente. Les discrets mouvements de gueule, d'oreilles, les babines retroussées pour découvrir les crocs sont autant de manœuvres d'intimidation. Les 3 petits oursons récupèrent les restes de la pêche précédente. La femelle chassée attend son tour sur la berge. Marc a repéré un endroit propice pour installer sa caméra sous-marine. Les ours ne se soucient pas de lui. Ils ont trop à faire, les bancs de saumon sont de plus en plus denses. Je vais devoir regarder derrière moi parce que j'ai un peu de compagnie aux alentours. Ce que j'aimerais, c'est installer cette caméra sous-marine. Je la leste d'une ceinture de poids et je m'en vais. Je la laisse en place pour que les saumons s'y habituent. Ils passent devant et ça me donne de bonnes images. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ours. Il y en a 4 juste là. Et ils peuvent s'approcher. Si un ours fait tomber la ceinture, la caméra flotte dans le courant et je peux récupérer plus bas mes 5-6 000 $ de matériel. Comme ça, je ne le perds pas. Jusqu'à présent, j'ai été assez chanceux. J'espère que ça va durer. Il y a pas mal d'ours par ici aujourd'hui. Alors on va vite faire nos images et les laisser faire ce qu'ils veulent après. Les saumons sont au bout de leur voyage, défigurés après plusieurs semaines de jeûne. Ils ne font plus attention à la caméra, cherchent un bout de gravière pour pondre leurs œufs. La demande en énergie de cette migration à contre-courant est telle qu'ils puisent sur leurs réserves de graisse. Ils se mangent de l'intérieur. Leurs écailles disparaissent. Les mâles se battent pour fertiliser les œufs. Leur tâche accomplie, comme les femelles, ils meurent. L'ours solitaire a pris la ceinture rouge lestant la caméra pour un saumon immobile. Combien de temps reste-t-il encore pour filmer ces scènes de prédation? En 10 ans, la migration des saumons du Pacifique a chuté de 5 à 2 millions d'individus. Les ours bruns hibernent de moins en moins longtemps en raison d'hivers de plus en plus doux et d'une glace fondant sous le coup du réchauffement climatique. Nicolas et Philippe Dubois achèvent leur descente vers la mer où vèlent les plus gros glaciers d'Alaska. Quand on est au front d'un glacier comme ça, on ne réalise pas toute la langue glaciaire qu'il y a en amont. Cette autoroute gigantesque de glace. À droite, Nicolas. S'il te plaît.
Non, attends, on va pas les jouer. C'est marrant parce que en général, tu as la pagaie beaucoup plus l'est d'un côté que de l'autre. Mais là, ça s'est inversé d'un coup. Tu n'arrêtes pas de pagayer à droite pour tourner à gauche. Quoi. Oh non, tourne à droite. On pagaille les deux. Voilà. Tu imagines s'il y a un pan qui tombe là? Ce qui nous terrorisera en premier, c'est le bruit parce que c'est comme si tu te prenais un éclair gigantesque au niveau des oreilles. Alors, il ne faudra pas que ça nous inhibe dans nos réactions. Bon, ce que je te dis, c'est pas pour t'inquiéter, c'est pour te mobiliser. Comme je vois pas ton visage. Non, heureusement pour toi. Tu vois les parois bleues à droite, ça veut dire que là, ça c'est tombé il n'y a pas longtemps. Un petit peu plus à gauche peut-être, non? On est très bien là. En Alaska, on trouve pratiquement tous les traceurs qui attestent du changement climatique induit par l'homme. Enfin, du changement climatique naturel comme du changement climatique accéléré par l'homme. Oui, absolument. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'encore aujourd'hui, lorsque l'on parle des changements climatiques, ça soulève beaucoup de scepticisme, comme si l'humanité doutait de sa propre faculté à mettre en péril un mécanisme aussi complexe. Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, la communauté scientifique, d'ailleurs enfin à l'unisson l'admet, nous avons augmenté l'effet de serre et donc, par voie de conséquence, induit une élévation de température dont il est difficile de modéliser à la fois l'impact véritable et les conséquences. L'effet de serre, je rappelle quand même que, à la base, c'est un phénomène tout à fait naturel qui est très providentiel pour la planète, car sans lui, la température à la surface du globe serait de moins 18 degrés centigrades en moyenne, ce qui serait quand même pas particulièrement confortable. Et comme son nom l'indique, l'effet de serre, c'est tout simplement parce que comme l'atmosphère n'est pas transparente, un certain nombre de gaz lui créent une certaine opacité, elle retient l'énergie que la Terre réfléchit, cette énergie reçue du Soleil. Et le fait d'avoir ajouté un certain nombre de gaz qui participent à cet effet de serre, eh bien l'atmosphère est d'autant plus opaque, donc les températures s'élèvent. Et le premier gaz responsable justement de cette augmentation, c'est le gaz carbonique, pourtant tellement utile à la vie, tellement utile à la photosynthèse, notamment pour les végétaux. Gaz carbonique qui subitement, avec l'avènement de l'ère industrielle au milieu du 19e siècle, a augmenté dans des proportions extraordinaires, puisque en 100 ans, sa proportion a augmenté de 30% dans l'atmosphère, avec, comme tu le disais Nicolas, toutes les conséquences climatiques que cela engendre. Et ce qu'il faut dire, c'est que les prévisions ne sont pas très optimistes, puisque pour le siècle qui vient, on prévoit une augmentation qui irait de 1,4 à 5,8 degrés supplémentaires. Et même si ça n'augmentait que de 1,4 degrés, déjà, eh bien, jamais la Terre n'aurait connu un tel réchauffement depuis 10 000 ans. On va s'arrêter là 2 secondes, on va souffler un peu. Ouais. Alors, ce qui est assez étonnant, Philippe, où que l'on aille maintenant dans le monde, les personnes âgées te disent toutes que le temps ne ressemble plus à celui qu'ils ont connu dans leur jeunesse. Alors ça n'a pas évidemment valeur scientifique, mais ceci corrobore quelque part ces observations, oui, les premières analyses scientifiques. Absolument. Et très probablement que nous avons agi sur cette grande machine qui est quand même une machine fantastique, parce que la Terre, de tout temps, a su réguler par des mécanismes un peu compensateurs justement les grands déséquilibres climatiques pour que la nature ait le temps de s'adapter aux variations climatiques. Absolument, mais ce que tu dis sur les personnes âgées est très juste, Nicolas, parce que cette augmentation, notamment des températures et cette modification du climat, a connu vraiment un changement très fort depuis 50 ans. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces modifications qui se produisent sur toute la planète vont malheureusement augmenter le déséquilibre. Et il risque d'avoir un fossé de plus en plus large entre les pays dits en voie de développement et les pays riches, parce que l'augmentation du gaz carbonique permet notamment à certaines plantes comme le maïs, etc., de croître plus vite, et ça augmentera évidemment la production de ces céréales dans les pays riches,
alors que les pays pauvres risquent de connaître des sécheresses et des inondations qui seront de plus en plus Et catastrophiques. toutes les populations qui vivent dans les deltas des fleuves seront les premiers concernés, ceux Voilà. qui vivent sur les îles basses, ceux qui Absolument. vivent sur le littoral. Du fait de l'élévation Il y aura du une niveau de l'eau. réaction en chaîne dont on est incapable de mesurer l'effet et l'intensité. Mais même si on se fie aux fourchettes basses, les prévisions sont quand même très alarmistes sur les conséquences, tant sur la biodiversité que sur les conséquences pour la santé humaine. Entre autres exemples, il y aurait des propagations de maladies comme le paludisme, Voilà. qui trouverait évidemment un terrain beaucoup plus favorable et de nouvelles zones d'expansion. Un Absolument. exemple parmi d'autres. Vers le nord. On va faire ce passage, Philippe, le plus rapide possible, parce que là on est dans un goulet. Je le vois. Et si l'un des blocs part, selon la grosseur, on peut avoir une vague qui nous, non seulement nous submerge, mais nous renverse et nous dépose sur la petite île. Allez, souk, Non. On va à gauche. tu bordel. feras de la science plus tard. Alors, ça va souquer. Eh oh, pas trop près. Non, on va. Nicolas tourne. Voilà, je suis à équidistance. De cours d'eau pure en rivière glaciaire chargée de moraines, la pluie tombée hier rejoint la neige tombée il y a des siècles pour participer au grand cycle de l'eau. L'océan est au bout de ce grand mouvement perpétuel. Avec l'atmosphère, il est le brasseur de la planète et participe à sa stabilité climatique. Mais aujourd'hui, lui aussi se réchauffe rapidement. Dans la baie du Prince William, près du delta de la rivière Copper, prospère de nouveau l'une des plus grandes colonies de l'outre-marine. Nicolas et Philippe ont rejoint l'embouchure souillée par le tristement célèbre pétrolier géant Exxon Valdez. T'as vu comme elles se sont dispersées? Il y en avait 200 tout à l'heure. Là, il y en a une qui a du mal à plonger. J'ai vu comme un bouchon, Oui, j'ai vu un truc blanc. à un un moment, flotteur blanc. Elles sont mêlées dans un filet. Ouais. C'est à mon avis, on n'arrivera pas à les... Tu sais ce que je vais essayer de faire? Continuer à nous maintenir comme ça, je vais me mettre debout à l'arrière, c'est... Tu vois, il y a un bateau Appelle-le. Ouais. là-bas, Ouais. bouge pas. Je sais pas si le gars va nous voir, surtout s'il va comprendre quelque chose. Hop là. Je vais me foutre à l'eau. Allons-y. Tu nous as vu le gars. Ouais, je crois, oui. En fait, Nicolas fait appel au bateau assurant la logistique de l'équipe d'Ushuaïa Nature. Le pilote comprend rapidement la raison de ces gesticulations. Hélas, ce n'est pas la première fois qu'un mammifère se prend dans un filet de pêche. Il faudrait qu'il les bloque, qu'il les coince entre nous et lui. Là. Manœuvrer finement et en même temps récupérer les deux loutres emprisonnées s'avère très difficile pour un seul homme. I think the best, I will help you if you want. Tu restes pas loin. Ok. Terrorisées, les loutres s'épuisent à vouloir s'échapper. Prises au piège, plus elles se débattent, plus les mailles du filet se resserrent. Il faut faire vite pour éviter leur asphyxie. I get it. Can you just... Fais attention aux mains.
Attention, attention, elle mord. N'aie pas peur, n'aie pas peur. T'as vu comme elle mord, hein? Ouais. Elle a peur, là. Attention qu'elle te morde pas, là. Non, 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 ça va, ça va. Pas facile à dégager le cou, là. Attends, 2 secondes. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Te fais pas mordre pour Non, rien. non, on a non, le je temps. me fais pas mordre pour rien, mais il faudra quand même l'immobiliser parce que sinon. Attends, je vais mettre les 2 mains. Could you? Ah, salope. T'as mordu? Ouais. C'est fort. Hein. Ça a des dents puissantes. Ok. Le problème aujourd'hui des filets avec des mailles trop petites. Les dégâts que ça fait chez les mammifères. Ben voilà un bon exemple. Si on n'était pas passé par là, mais inutile de dire que pour 2 sauvés, Il y en a des milliers qui meurent. Ça mord bien, hein? ça va? On va désinfecter. Faut bien vérifier qu'il n'y en ait plus. No more. That's good. Perfect, Mart. Ok, Mart. That one okay? That's finished, that's finished. Bah, that's ma cocotte. finished. Voilà, tu vois. Petit souvenir, il va falloir C'était pas maintenant les la peine remettre de à mordre l'eau. Philippe. Qui est candidat pour la remettre à l'eau? That's good, that's good, that's good, that's good. L'autre est. That's good. Look, Voilà, c'est bon. that's good. That's finished. Attention quand elle va se retourner. Hein. Oui. Okay, here we go. Ok. Ah, joli. Tu fais la même chose? Je vais faire la même chose. Ouais, c'est bon. Ok, take care. Attention, ça peut encore mordre. Ok, bye bye. Ah voilà, génial. Eh ben, vous pouvez nous dire merci les filles. Hein. Et tu vois, ça, ce qui est terrible, c'est que ça leur inflige non seulement des blessures, mais une mort lente et épouvantable, quoi. Ah oui, ils ne Connerie. peuvent plus se nourrir. Hein. Ils peuvent plus Ok, lisser good. le pelage. Bon. Et regarde, elles se nourrissent, voilà leur alimentation favorite, tu vois. Alors, comment ça s'est passé, quelle est l'histoire? Deux loutres sauvées. Dérisoire en regard des milliers massacrés par les trappeurs russes il y a 200 ans et celles engluées dans le pétrole il y a une dizaine d'années. La disparition de la loutre marine aurait des répercussions dramatiques sur l'écosystème côtier de l'Alaska. C'est une espèce que les scientifiques appellent clé de voûte, car elles se nourrissent d'oursins destructeurs des grands kelps, ces interminables algues, refuge pour d'innombrables espèces. À elle seule, la loutre conditionne la survie de tous les habitants de la forêt sous-marine. Philippe et Nicolas se sont fait déposer sur une petite île au beau milieu de la baie. Là, on est bien parce que, visiblement, Il y en a là. d'abord, elles ne nous voient pas, ou elles nous voient, mais elles sont beaucoup moins effrayées. Ouais. T'as vu le numéro qu'a fait la femelle là, Avec son jeune. Tu as vu, elle la porte sur le dos parce que. Sur le ventre, tu veux dire? Oui, elle sur le dos, elle et sur le le dos. petit sur Voilà. le ventre. Et tu sais que dans les premières semaines de la vie, elle ne quitte jamais son petit. C'est-à-dire que le petit est toujours sur le ventre de la mère, y compris quand elle plonge. Ils plongent tous les deux en apnée et elle plonge à ce moment-là peu de temps pour ne pas le noyer. La mise bas a lieu Sous l'eau. sous l'eau. Sous l'eau. D'accord. Tu les vois qui roulent et puis à un moment, elle remonte avec le petit dans sa gueule. Ça, c'est super. Ça, c'est génial. Il va falloir qu'on reste un certain temps si on veut avoir la chance de saisir ça. Mais l'endroit est superbe là. Ah ouais, génial.
Et on a appris une autre chose des loutres marines dans l'éthologie des animaux, l'étude du comportement, c'est que quand elles n'arrivent pas à casser un coquillage, elles vont chercher un caillou et elles vont avec ce caillou évidemment frapper le coquillage. Et si le caillou n'est pas de taille suffisamment importante ou qu'il n'a pas un angle qui lui permet de casser ce coquillage, elles vont le poser le coquillage, refaire une apnée, aller chercher ce caillou. D'abord c'est intéressant parce que ça montre bien que les animaux sont capables de raisonner. Et deuxièmement, ça montre que la loutre est capable d'une projection dans l'avenir. Parce qu'en posant son coquillage, c'est se dire, je le pose là, je vais aller chercher mon caillou, je vais revenir. Et il y a peu d'animaux qui font des démonstrations aussi probantes. Oh, regarde ça, c'est vraiment mignon. Hein. Je ne vais pas faire d'anthropomorphisme, mais c'est quand même une des frimousses les plus sympas du monde animal. Hein. Celle-là, elle a une tête assez claire, avec ces petites moustaches là qu'on appelle les vibrisses. On les appelle ici le vieil homme de la mer, ou alors aussi, et je trouve que c'est plus poétique, on les appelle les princesses marines. Et je trouve que dans le milieu qui est ici, je trouve que ça leur va très très bien. À marée basse, les bancs de sable entourent le rocher qui servait d'observatoire. Les loutres mâles profitent de ce reflux pour se dorer la fourrure. C'est l'unique occasion de voir cet animal hors de l'eau et d'admirer sa gracieuse silhouette. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fourrure, pour avoir attiré tant les convoitises? Écoute, c'est la fourrure la plus efficace du monde animal parce qu'elle est formée de deux couches. Une couche externe avec des poils extrêmement imperméables et une couche interne qui est la fourrure la plus dense puisque par centimètre carré, on compte 100 à 150 000 poils. 100 à 150 000 poils par centimètre carré, c'est-à-dire plus que sur les cheveux de la tête d'un humain. Et donc, ces petits poils permettent d'emprisonner l'air et de faire une couche qui est en fait plus isolante que la couche de lard des baleines et des otaries que ne possède pas la loutre qui ne peut vivre que grâce à cette fourrure et non pas grâce au lard et à la graisse des autres mammifères marins. Quand tu parles de la densité des cheveux sur la tête des humains, tu fais référence évidemment au tien et non pas au mien. Ah, voilà. La surprise, voilà. Le réveil est un peu dur, évidemment, et je pense qu'elles sont un peu surprises de nous voir. Tu n'aurais pas dû te marrer à ma blague. Non, c'est vrai. Laissons-nous peut-être un peu plus. Voilà. En tout cas, le pouvoir isolant de cette fourrure est 4 fois supérieure à celle des autres fourrures des mammifères marins. Et c'est pour ça qu'elles passent tant de temps à se nettoyer. Elles passent la moitié de leur journée à lisser et à toiletter leur fourrure. Parce qu'évidemment, la moindre perte d'imperméabilité entraîne leur mort. On va se momifier. Cette précieuse fourrure a bien failli provoquer l'extinction de l'espèce. Aujourd'hui protégée, elle a désormais plus à craindre des orques qui s'attaquent depuis peu aux loutres, faute de trouver assez d'otaries ou de phoques dans les eaux du Pacifique Nord. La surpêche, ajoutée au réchauffement de quelques dixièmes de degré de l'océan, contribue à bouleverser l'équilibre de toute la chaîne alimentaire marine. L'équipe d'Où Soyez Nature poursuit son voyage, toujours dans le sillage de Vitus Bering. Le Maritime Med fend l'océan Pacifique en direction des Aléoutiennes. Un archipel sauvage et méconnu, une ultime frontière où par-delà les brumes,
trônent les îles des 4 montagnes. Posée telle une guirlande entre l'Asie et l'Amérique, à cheval sur la ligne de changement de date, l'archipel des Aléoutiennes compte 120 îles, toutes volcaniques. C'est l'arc nord de la ceinture de feu du Pacifique qui cache en son cœur le petit groupe d'îles des 4 montagnes. L'actuelle accalmie baignant ces îles du bout du monde est exceptionnelle et providentielle pour le Maritime Med, à bord duquel ont embarqué le biologiste Philippe Dubois, John Bowermaster et Nicolas Hulot. John Bowermaster est écrivain et aventurier américain. En 1998, il a eu l'audace de venir ici en kayak de mer pour explorer cet archipel. Il sera le guide de Nicolas dans ces îles qui fascinent toujours ceux qui les approchent. Pour un peu, on s'imaginerait presque à la proue du Saint-Paul, le premier navire russe parti à la découverte de ce monde alors inconnu de l'Occident. On a plutôt de la chance. Ouais, Hein ouais. Alors, je suppose qu'on arrive comme ça. Uliaga. Oui, c'est entre Uliaga et Kegamel. Ok, et celle qu'on voit devant là, avec le sommet encore dans les nuages, c'est Carlis. Là. C'est Carlisle, c'est 2000 mètres. D'accord. La plus haute, c'est Cleveland. Oui, c'est un peu plus de 2000 mètres. Et c'est Bering qui les a nommés des 4 montagnes. Oui, parce qu'il arrive sur le sud et il regarde les sommets Herbert, seulement. les 2 volcans de Shugenedak et Carlisle, c'est tout. C'était pas très précis à l'époque. Non, ils n'avaient pas vu celle-là. Ce qui est amusant, c'est que ça a quand même conservé le nom des 4 montagnes alors que elles sont 5. Ouais. Mais c'est un endroit très sauvage. Oui, avec ça se voit, le vent, La la pluie, tempête. les nuages. Ouais. Quand on parle des Aléoutiennes, on parle du berceau des vents. Oui. Ça a une signification sur un plan climatique, c'est avéré que c'est quand même un endroit où Ah les grandes... Absolument, c'est un endroit de convergence de courants océaniques et donc il y a une couverture nuageuse quasi continue et donc évidemment c'est aussi source de pluie, de tempête et de vent. Il y a combien, John, de volcans encore en activité dans cet archipel-là? Aujourd'hui, juste un. Un seul. Ouais, juste Mount Cleveland. Ce qui est quand même très étonnant sur un plan purement historique, c'est que les Aléoutiennes, comme l'Alaska, mais plus encore peut-être les Aléoutiennes, c'est un endroit où toutes les civilisations se confondent. Et quand on voit combien l'histoire américaine et l'histoire russe coïncident ici, se sont succédés géographiquement, les premiers propriétaires sont été les Russes, puis après les Américains, et on trouve aux Aléoutiennes beaucoup de marques du passage des Russes, notamment avec les églises orthodoxes et les croix orthodoxes un peu partout. Et c'est assez amusant de voir que sur cette extrémité du continent américain, ces deux grands pays se sont succédés et que leurs traces aujourd'hui se confondent. C'est une belle leçon de l'histoire. On connaît surtout l'histoire américaine de l'Alaska à travers la ruée vers l'or, la pêche au saumon et le pétrole. On a vite oublié que les Russes ont occupé cet immense territoire pendant près de 150 ans, avant qu'il ne soit bradé pour une poignée de dollars en 1867. Bering le Ier a payé de sa vie la découverte de l'Alaska. Après avoir aperçu la montagne Saint-Élias en juillet 1741, l'explorateur longe les Aléoutiennes. La mer est déchaînée, son bateau fait naufrage, il mourra un peu plus tard tout près du Kamtchatka. Les Aléoutiennes, nées de la furie des éléments, sont à la frontière de 2 océans, de 2 continents et de 2 plaques tectoniques qui se chevauchent. Les monumentales falaises de Kagamil
témoigne de cette violence. Une aubaine pour certains équilibristes zélés. C'est un peu aberrant d'avoir choisi des falaises comme ça pour aller nicher, parce que c'est quand même faire compliqué quand on peut faire plus simple, non? Ou alors Oui, c'est tout simplement parce qu'ils ont trouvé une niche écologique vacante? Oui, c'est surtout parce qu'ils ont adapté leur site de reproduction à leur morphologie. Hein, ce sont donc des guillemots qui sont des alcidés, de la même famille que les pingouins, qui viennent en fait ici tout simplement parce qu'ils sont mal adaptés pour la marche, mal adaptés pour voler, avec une grosse dépense énergétique, et en plus, ils ont besoin d'être proches de leur source de nourriture. Donc, il leur faut un site où ils soient en toute tranquillité, loin des prédateurs, puisqu'ils volent mal, ils marchent mal, et proches du garde-manger. Il n'y a que les falaises comme ça qui répondent à leurs exigences. Alors évidemment, ce type de milieux sont rares, c'est pourquoi on les trouve par milliers, centaines de milliers, voire millions d'individus. Regarde, il y en a absolument partout. Alors l'autre gros avantage, et ça c'est une découverte assez récente de ces colonies, c'est que ça sert de centre d'information. C'est-à-dire que tu les entends d'ailleurs, hein, ils sont bruyants, ils n'arrêtent pas de crier, d'échanger, de communiquer entre eux. Et le gros avantage, c'est qu'ils échangent des informations sur les sources alimentaires. Ce qui fait qu'un oiseau peu expérimenté n'a qu'à suivre cette autoroute qui part de la falaise pour aller vers la mer. Il n'a qu'à suivre ses congénères qui vont le guider directement vers les sites d'alimentation. Donc tu vois que finalement, il y a quand même quelques avantages à nicher sur des falaises aussi abruptes. Là, c'est extraordinaire, regarde, là-haut, ils sont vraiment en rang d'oignons. Ouais, ouais. On a l'impression que c'est un congrès international de maîtres d'hôtel, tu vois. Ils sont tous en livret noir avec... Ils sont assez marrants. Je ne sais pas si tu vois les escarpements rocheux sur lesquels ils se trouvent. Et en plus, tu vois, c'est penché. C'est-à-dire qu'il y a quelques centimètres de replat et en plus penché. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils pondent des œufs qui ont une forme tout à fait particulière. Ils ne sont pas ronds, ils sont piriformes, en forme de poire, pour que le centre de gravité soit toujours vers l'intérieur de la falaise et que l'œuf ne roule pas et ne tombe pas. C'est-à-dire que ça serait un exemple d'adaptation évolutive. L'œuf, sa forme se serait adaptée tout simplement pour pouvoir être sur ce type de margelle, quoi. Absolument, absolument. C'est une adaptation. Ce sont d'ailleurs les seuls oiseaux qui ont une telle forme d'œuf. Ouais. Donc ils peuvent être sur des milieux, tu vois, de quelques centimètres carrés pour chaque couple. Toujours à l'affût d'une proie facile, plane l'aigle à tête blanche. Les Aléoutiennes sont à la fois refuge ou étape pour des millions d'oiseaux, qu'ils soient sédentaires ou migrateurs. L'aigle, lui, est fidèle à sa patrie. Pourtant, ce beau rapace revient de loin. De tous les États de l'Union, seul l'Alaska ne l'a pas exterminé. Un comble pour celui qui est censé glorifier l'Amérique. Philippe Dubois s'est fait débarquer sur l'île de Kagamil. À sa place, on imagine Steller, le naturaliste de Bering, arpentant il y a 250 ans les pentes de ce nouveau monde avec beaucoup d'espèces nouvelles à découvrir. Malgré sa moisson exceptionnelle, la mission russe commandée par Bering a le goût amer de l'inachevé. Après 10 ans d'expédition épuisante, Bering accordera à Steller seulement 10 heures sur la terre ferme pour mener ses investigations scientifiques. Il en ramènera malgré tout un véritable trésor biologique. Étrange de trouver à cette haute latitude une plante carnivore habituellement associée aux régions tropicales. Elle s'est acclimatée pour résister aux froids extrêmes, tout comme cette orchidée platentaire. Ici, pas un seul arbre ne pousse. Pourtant, les Aléoutiens connaissaient la plupart des essences de bois, même exotiques, que leur apportait l'océan. Les géographes considèrent que les îles aléoutiennes séparent le Pacifique Nord
de la mer de Bering, si on s'en tient à cette précision, à notre droite, la mer de Bering, et de l'autre côté de ces îles, le Pacifique Nord. Spectacle splendide de ces volcans au cône parfait posés dans l'océan. Ces mêmes îles qu'a dû apercevoir lors de son ultime voyage le fameux Danois Vitus Bering au service du tsar Pierre le Grand pour, entre autres, confirmer que l'Asie et l'Amérique étaient bien deux continents séparés. Et c'est à cause de lui, va-t-on dire, que l'information selon laquelle les Aléoutiennes regorgeaient de mammifères marins, de loutres, de phoques et d'otaries se propagea à une vitesse très rapide auprès des trappeurs russes qui se ruèrent sur les côtes aléoutiennes. Et cette ruée sonna le glas de la culture aléoute. Je rappelle quand même que la culture aléoute est probablement une des cultures les plus exceptionnelles dans l'histoire de l'humanité. Héritiers de la culture inuite, eux-mêmes héritiers de ces cultures qui ont émergé en Sibérie, qui ont franchi il y a 8000 ans le détroit de Bering. Pendant 2000 ans, ils ont essaimé en Alaska et au Canada. Certains ont démarré la culture indienne, d'autres la culture esquimau, et certains sont venus petit à petit dans les îles aléoutiennes. Et cette évolution de la culture inuite est devenue la culture aléoute. Ces grandes algues laminaires que l'on voit, qui s'appellent le kelp, quand les loutres veulent dormir, elles s'accrochent pour éviter de dériver là-dessus. Et les otaries font la même chose d'ailleurs. Tu manges le kelp? Moi? Yeah. Non, tu as Non? essayé, tu as goûté? Oui, je sais. Ouais. C'est comme la salade. Qu'est-ce que tu manges? La tige ou la feuille? Le tige. La tige. Ouais, essaye. De la salade, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est salé, hein? Ouais. Allez, on continue. La lumière, comme le temps ici, change à une rapidité incroyable. Et c'est la naissance de le vent aussi. Ouais. Hein? Et il arrive aujourd'hui. Voilà, le vent se lève, ce qui doit rappeler à John Bauermaster des souvenirs, parce que autant la progression est aisée lorsque la mer et le vent le veulent bien, mais quand le vent est de face, ça rend les distances beaucoup plus longues. Quand la mer est calme, c'est une place très kayak de poil. Et pour les Aléoutes, ça c'est pas sport, c'est obligatoire. C'est la survie. Ouais. D'ailleurs, les Aléoutes avaient gardé de leurs origines esquimaux l'utilisation de ces grandes embarcations, assez semblables à celles que l'on utilise, que les Esquimaux appelaient des kayaks. Et c'est avec ces kayaks qu'ils assuraient leur subsistance. L'otarie de Stellaire, du nom du naturaliste de Bering, qui pour la première fois la mentionna, leur fournissant des peaux pour s'habiller, pour constituer l'entoilage de leur kayak. Avec les os, ils faisaient des outils et des armes. Avec les dents, ils faisaient des hameçons. Avec les tendons, du cordage. Avec les palmes, des phoques, ils se faisaient des semelles pour leurs bottes. Ouais. Autant dire que ces animaux étaient pour eux une véritable providence. Incroyable adaptation de tous ces peuples dans une nature excessivement rigoureuse, car l'hiver ici doit quand même avoir les couleurs de l'enfer.
Ça va derrière? Oui. Heureusement qu'il y a des volcans pour nous motiver. Ouais. On va mettre le cap maintenant sur le Cleveland. Et l'on verra s'il veut bien nous offrir l'hospitalité. Seul Éole en décidera. Certains Aléoutes vivaient au pied du volcan Cleveland. Ils tiraient toute leur subsistance de la mer, qui regorgeait alors de mammifères en tout genre. Quelques sanctuaires témoignent de cette richesse biologique, désormais sous haute surveillance. Une minuscule île de l'Alaska a été mise sous contrôle. Une équipe de scientifiques y mène une opération très particulière. Objet de la mission, compter les milliers de morses venus se prélasser sur Round Island. Marie Cody, biologiste, arpente la côte à toute vitesse pour débusquer les mammifères. Il est 12h30. Une course contre la montre a commencé. Marie va compter en un minimum de temps, un par un, tous les morses présents sur l'île. Pour comparer avec ses relevés, à 14 heures précises, un satellite depuis 36 000 km d'altitude prendra un cliché de Round Island avec une précision de l'ordre de 60 cm. On devrait pouvoir y distinguer les taches roses des colonies, permettant aux informaticiens d'estimer le nombre d'individus. Si les chiffres des uns et des autres sont similaires, la méthode sera fiable. Il y a 3 km de sentiers sur l'île, pas un de plus, avec l'interdiction absolue de s'en écarter pour respecter l'environnement. Un renard se délecte des œufs de guillemot. Ce prédateur est arrivé sur l'île grâce à la banquise qui recouvre la mer tout l'hiver. Une petite centaine d'otaries occupent la pointe sud de l'île. Leur nature agressive et bruyante décourage les morses qui préfèrent les criques plus tranquilles. L'agitation des otaries ne dérange en rien l'importante colonie de macareux nichant dans les rochers. Il est bientôt 14 heures, le ciel est dégagé, la voie est libre pour le satellite. En une fraction de seconde, les clichés figent la vie de ce sanctuaire. Au sol, Marie prend également des photos. Seuls les morses mâles sont en villégiature. Les femelles sont restées au contact de la banquise pour allaiter tranquillement les petits. Leurs canines hypertrophiées leur servent à grimper sur la glace. Les morses se nourrissent de mollusques et d'invertébrés, tapissant certains reliefs sous-marins. Ils passent ainsi plusieurs jours en mer à se gaver, avant de venir s'affaler, digérer et jouer au milieu de leur père.
Les morses, revenant d'un long voyage en quête de nourriture, apparaissent glabres, presque blancs. Pendant leur périple en eau glacée, le sang se concentre au milieu du corps, alimentant les organes vitaux. La peau perd alors sa coloration brune. Sous les rayons du soleil, le sang de ces lourdeaux inactifs se répartit à nouveau de façon uniforme et le morse retrouve des couleurs. Lorsque la météo le permet, Steve, un ornithologue, et Marie mettent un bateau pneumatique à l'eau pour aller vérifier les criques inaccessibles à pied sec. À proximité des animaux, on distingue les vocalises des morses en migration. Un moyen de communication des plus mélodieux. Les intempéries sont de retour sur l'île, mais la mauvaise météo et l'isolement ne mettent pas à mal l'humour des 4 scientifiques. Steve est préposé à la lessive. Voici Marie, et enfin April et Tim, 2 étudiants en biologie marine. Dans cette cabane du bout du monde, à 5 heures de bateau et d'hydravion du village le plus proche, l'équipe dépouille les résultats. Le comptage par satellite donne 1533 individus. Celui au sol, 1524. La méthode est donc fiable. Pour les colonies importantes, les comptages au sol sont doublés par un comptage sur photo. Les tirages sont agrandis, chaque point rouge représente un morse. Afin de limiter les erreurs, chaque colonie est comptée 3 fois. Sur le terrain, sur les photos satellites et sur celles effectuées au sol. Dans les bureaux d'Anchorage, les images satellites noir et blanc à l'origine sont colorisées pour, à terme, identifier clairement les groupes de morses. Le but du programme satellite est de commencer sur l'île de Round pour vérifier que la méthode est fiable. Ensuite, on pourra compter les morses dans d'autres endroits. On peut même envisager de les compter quand ils partent en mer de Bering. Durant l'hiver, les morses sont sur la glace et loin des côtes. C'est très cher et surtout dangereux d'aller voler au-dessus de cette zone, d'où l'intérêt du programme satellite de surveillance des colonies de morses. À terme, les scientifiques pourront ainsi quantifier les variations de la population mondiale de morses et lier leurs observations aux phénomènes climatiques en cours. C'est difficile d'apprécier la difficulté. Parce que quand on regarde comme ça le volcan, ça a l'air assez simple. Mais la pente est forte. Ouais. Et ce que je crains, c'est qu'il y ait un véritable tapis roulant de petites particules volcaniques et que ça rende la progression difficile. Et la difficulté ici, c'est que le temps change très très vite et que si à la montée et encore plus à la descente, on était vraiment dans les conditions météo qu'on a eues les autres jours, à mon avis, ça deviendrait vite l'enfer. Mais quand on le voit comme ça, évidemment, il est particulièrement tentant.
Il y a un peu d'activité là-haut, hein. Oui, oui, oui. Et l'eau, elle change beaucoup. Hein. Allez, on y va. Pour le kayak, le seul endroit d'atterrage possible est la plage de sable noir. Elle annonce déjà la nature volcanique du terrain. Et voilà. Ok. Good. Good. Bon, je vais. Allez. Hop. En juillet 1998, John Bowermaster a gravi le Cleveland en un peu plus de 7 heures. Le sommet était alors couvert de neige et de glace. Le 19 février 2001, le volcan a explosé. Le panache de fumée était encore visible de l'espace en avril. La chaîne des Aléoutiennes matérialise la zone sous-marine de subduction. La plaque nord-pacifique, Juan de Fuca, s'enfonce sous la plaque nord-américaine. Cette tectonique provoque une remontée de magma et crée des îles volcaniques extrêmement actives. Sur une pente à 45 degrés et un terrain instable formé de rocailles, la progression est laborieuse. Au-dessus de leur tête, le volcan crache une fumée toxique qui attaque et désagrège le minéral. L'alternance des nuits froides et des jours chauds augmente encore plus le risque d'éboulis et fait peser une menace sur les hommes. En fait, plus de 10 heures seront nécessaires pour gravir les 1800 mètres de dénivelé.
Ça a l'air de rien, mais c'est pas un volcan facile. Ah non. Tout simplement parce que la lave fait des espèces de petites billes particulièrement instables et que chaque pas nous ramène en arrière. On a l'impression de monter sur un tapis roulant. Et en plus, c'est un volcan particulièrement dangereux parce que sans arrêt, il y a des pierres qui partent. Ouais. Et ça passe parfois pas loin de la tête. Mais c'est pas mal, c'est 1750. On n'est pas au sommet du volcan, faut le dire. Et on n'est pas très content de cela, mais tout simplement parce que pour un entêtement, pour 150 mètres ou 200 mètres supplémentaires, on ne tiendrait pas compte du temps pour redescendre. Et il serait plus prudent de descendre avant la nuit. Ah oui. Et il y a des fois, c'est pas facile à admettre, mais il vaut mieux se passer des 100 derniers mètres plutôt que de s'obstiner. D'autant plus que, à part se faire enfumer dans les fumerolles, on n'aura rien de plus beau. Je ne sais pas quel écrivain en France avait dit « Ce matin, l'œil est le prince du monde ». Et bien ce soir, l'œil est le prince du monde. Parce que vraiment, ce tapis de nuages, avec de ci, de là, et notamment ce volcan qui doit être au moins à 60 km d'ici, sur d'autres îles des Aléoutiennes. Et on voit bien l'isthme entre les deux volcans qui atteste que cette île va bientôt se scinder en deux sous le joug et l'assaut de l'océan. Quand on imagine que ce lieu à l'écart de tout a été pendant des milliers d'années la résidence des Aléoutes, quand on pense que ces hommes et ces femmes venus de Sibérie puis en Alaska sont passés par le détroit de Bering, certains sont devenus les Indiens, jusqu'à peupler l'ensemble du continent américain à l'extrême sud de celui-ci, puisque les Alakaloufs en Patagonie sont un peu le pendant des Aléoutes ici aux Aléoutiennes. D'autres sont devenus Inuits et sont demeurés le long de l'océan Arctique. Et les Aléoutes ont donc épousé ces côtes magnifiques, se suffisant de ce décor et de ce que la mer voulait bien leur prodiguer. On se dit que quelquefois l'homme est capable de génie et quand dans le même temps, comme on l'a évoqué au fur et à mesure de ce parcours, on voit que l'homme quelquefois, probablement sur sa lancée, est capable de mettre en cause les grands équilibres et notamment les équilibres climatiques, tout simplement peut-être parce qu'enivré par ses succès, il en perd la moindre conscience. Eh bien on a un sentiment un peu paradoxal et confus. En tout cas, merci John, parce que sans toi, on ne serait jamais venu ici. Et c'est quand même un des plus beaux voyages que l'on ait jamais fait. Ça valait le coup de venir là. Je ne sais pas si on est au bout du monde, mais on doit l'apercevoir. Bonsoir.